Et donc, on va maintenant accueillir Oussama Abouarab, qui vient du centre hospitalier d'Amiens et qui donc va nous présenter les nouveaux vasopresseurs. Merci encore d'être venu. Merci à tous, merci pour l'invitation, merci aussi pour avoir accepté de changer. Je suis désolé, le programme change tout le temps. Comme évoqué, on va parler des nouveaux vasopresseurs. Donc, en pratique, on va parler de la vasopressine et de l'angiotensine 2 sur les 20 prochaines minutes, et en espérant que les messages seront clairs après. J'ai des conflits d'intérêts, mais qui normalement ne vont pas altérer ce que je vais vous présenter. Et donc, on va commencer d'abord par la vasopressine. Donc, un médicament que vous connaissez ou pas. Je ne sais pas comme ça à main levée s'il y en a qui ne l'ont pas dans leur réanimation. Ceux qui ne l'ont pas, s'ils peuvent lever la main, juste comme ça pour moi, pour me rendre compte encore les services où il n'y en aurait pas. Je me rends compte, donc finalement, c'est quand même un médicament qui s'est quand même beaucoup diffusé dans les réanimations, quoi. Donc, en tout cas, l'argipressine, qui est l'analogue de vasopressine, le Reverpleg pour le nom commercial, en tout cas en France. J'aime bien mettre le prix d'une ampoule, toujours 83 €. La noradrénaline, une ampoule, c'est moins de 1 €. Voilà, il n'y a pas de... Mais vous allez quand même utiliser 2 à 3 ampoules par patient en général. On nous alerte souvent sur ce médicament par rapport aux effets secondaires qu'il pourrait avoir. On reviendra dessus après. Nausées, vomissements, ischémie mésentérique. Bon, on va dire des choses qui sont peut-être superposables pour tous les vasopresseurs finalement. Mais j'ai recopié la fiche Vidal pour cette présentation. Et puis surtout en termes de posologie, alors c'est un peu particulier comme posologie puisque c'est en unités par minute que ça se prescrit. Et donc comme c'est de toute façon des ampoules de 40 unités dans 2 ml, vous ramenez ça à 50 et puis vous prescrivez une vitesse pour avoir 0,01 unités par minute, 0,02, 0,03. Et lorsque vous consultez le Vidal, l'indication ces posologies, c'est que dans le cadre d'une coprescription avec un autre vasopresseur. Vous allez voir après qu'on peut aller finalement plus haut. Un petit rappel physiologique sur la vasopressine, pour le coup. Donc, c'est une hormone post-hypophyse qui est sécrétée. Donc, on s'y intéresse en tant qu'anesthésiste-réanimateur pour des effets vasoconstricteurs, mais on en oublie presque d'autres effets qu'on a appris quand même normalement dans les bouquins, à savoir que la desmopressine, par exemple, c'est un médicament qui aide à la libération des plaquettes dans la maladie de Willebrand dans certaines formes, que la vasopressine, c'est l'hormone de l'eau, que c'est grâce à la vasopressine qu'en fait, on n'a pas de perte hydrique. Vous avez des comparaisons un peu d'espèces humaines, par exemple, dans les pays à forte chaleur, les animaux qui sont dans le désert ont une concentration de vasopressine qui est 1000 fois supérieure à celle de l'espèce humaine. C'est grâce à ça que vous avez des chameaux qui ne vont pas uriner, par exemple, ou que 3-4 gouttes pendant X jours. C'est grâce à la vasopressine. Donc c'est aussi l'hormone de l'eau. Et donc globalement, il y a un autre effet qui m'intéresse, c'est qu'elle a aussi une action centrale sur l'antéhypophyse. Elle est capable aussi d'avoir un effet cortisol-like, et donc d'induire un peu comme une corticothérapie naturelle, interne, quand elle est stimulée. Donc nous, le médicament qui nous intéresse en réanimation, c'est surtout l'argipressine. Alors il y a un autre médicament qui existe qui est la terlipressine, mais bon, je vais surtout focus sur l'argipressine qui va avoir donc une affinité pour les récepteurs AVPR1 qui sont celui qui nous intéresse, puisque l'effet vasoconstricteur qu'on va rechercher est sur ce récepteur. Une très très faible affinité pour le récepteur type 2 ou type 3. Ce que je veux dire par là, c'est que les autres effets de la vasopressine que je vous ai décrits juste précédemment, c'est des choses qui ne doivent pas trop vous gêner dans votre pratique clinique. Hypothétiquement, il y a peut-être un risque d'effet antidiurétique, mais bon, si le patient n'urine pas, ce n'est pas à cause de la vasopressine. Donc, finalement, quand ce médicament y est arrivé, ou comme d'autres qui sont arrivés, c'était un peu la promesse de se dire, bah tiens, comment on va les intégrer par rapport au médicament phare qui est la noradrénaline. Et donc, on va dire le rationnel qui a été utilisé quand même ces dernières années, c'est la down-régulation des récepteurs adrénergiques dans tout état de choc septique. C'est le schéma que vous avez ici. Globalement, dès qu'il y a de l'inflammation, les cytokines vont internaliser vos récepteurs adrénergiques. Mais heureusement, le tonus est aussi régulé par d'autres systèmes non adrénergiques, le système dopamine, le système vasopressine et le système angiotensine. Et donc, la stratégie multimodale des vasopresseurs, c'est une stratégie qui consiste à dire qu'au bout d'un certain temps ou de certaines doses de noradrénaline, on suppose que vous avez le schéma de gauche, à savoir que vous avez peut-être plus assez de récepteurs disponibles pour que votre noradrénaline soit efficace et que donc
Cette stratégie multimodale, ça consiste à dire que lorsqu'il y a trop de doses de noradrénaline ou que ça fait un certain temps qu'on est sous noradrénaline et qu'on voit qu'on n'arrête pas d'augmenter et que ça ne va pas, eh ben, une espèce d'intersection, vous avez la courbe bleue claire qui va commencer à apparaître, et ben là, vous allez plutôt dire, bon, je vais mettre autre chose parce que je ne suis pas satisfait de ma prise en charge. Donc, bien sûr, ça a donné lieu à plein d'études ces dernières années. Là, c'est un résumé, on va dire, des principales études. Donc, ça a commencé en 2008 pour l'étude VAST dans le New England. Pour la plus récente, il y en a d'autres, mais en tout cas, dans le choc septique réfractaire avec le rationnel que je vous décris, noradrénaline plus vasopressine lorsque ça ne suffit pas. Vous avez ici les principales études, 3 dans le sepsis, 1 en chirurgie cardiaque. Bon, j'ai mis des grosses croix rouges partout pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté. Donc sur la mortalité, aucune étude n'a réussi à démontrer un effet sur la mortalité. Pour ce qui est du sepsis, il y a l'étude Vanish 2016 donc, qui a réussi à montrer un bénéfice sur le rein. J'ai mis juste là l'intervalle de confiance pour vous montrer à quel point ce résultat est malgré tout fragile. Il est fragile pour 2 raisons. C'est que déjà, c'est la seule qui trouve un bénéfice sur le rein. Et la deuxième chose, c'est que c'est quand vous voyez l'intervalle de confiance qui est aussi large, on dirait, enfin bref, qui est long comme pas possible, vous vous dites qu'il y a quand même une part d'incertitude, autrement dit que le résultat reste fragile. Et donc, en tout cas, si vous avez un bénéfice clinique, c'est sur le rein. Par contre, c'était vraiment sur l'épuration extra-rénale, donc ça reste quand même un élément clinique pertinent. Petite parenthèse sur l'étude Vanx, c'est plutôt chirurgie cardiaque. C'est la seule étude là où le design, c'est pas l'un plus l'autre, c'est vraiment l'un contre l'autre. Donc elle est un peu particulière. Et également, ils trouvaient des résultats positifs sur le rein, mais je la mets un peu à part, mais je suis obligé d'en parler parce que ça reste une des études souvent citées pour aussi expliquer pourquoi on l'utilise, en tout cas pour la chirurgie cardiaque notamment. Donc toutes ces études ont été poolées dans une méta-analyse de données individuelles, donc ils ont pris vraiment tous les patients de toutes les études que je viens de vous dire. Et donc, on confirme à peu près les mêmes résultats, malheureusement. Donc, à savoir que sur la mortalité, il n'y a pas d'effet, mais on le savait déjà. Sur le rein, toujours fragile, il y a un petit bénéfice. Vous voyez, l'intervalle de confiance, on frôle la ligne du 1. Donc, il y avait quand même un bénéfice sur l'insuffisance, sur la dialyse. Et donc, c'est sur ce rationnel que finalement, aujourd'hui, on nous dit qu'on peut utiliser la vasopressine en co-vasopresseur avec l'idée qu'en tout cas, dans le choc septique, réfractaire chez des patients qui ont déjà une bonne dose de noradrénaline, vous allez avoir un bénéfice sur le rein. Voilà à peu près pour le message clinique. Un autre message quand même qui est important avec la vasopressine, en tout cas quand il a été commercialisé, qu'on s'y met à l'utiliser, il y avait beaucoup d'arrière-pensées sur les événements d'ischémie qui pouvaient être associés à ce médicament. Donc dans cette méta-analyse, ils s'étaient intéressés. Et donc, même si le médicament hypothétiquement pourrait avoir des effets digestifs ou cutanés, ou coronarien, c'était ce qui était avancé. Ça ne ressortait pas du tout là lorsqu'on poolait ces données. Et donc de manière assez raisonnable, on peut dire que quand même il n'y a pas d'effet secondaire en termes d'ischémie d'organes. Le seul qui ressort, qui est un peu connu, et nous on en avait fait l'expérience aussi dans notre service, c'est que vous pouvez avoir plus d'ischémie digitale avec la vasopressine. Nous on avait l'impression justement d'en voir un peu plus, mais bien avant que cette méta-analyse sorte. Et là, ce qu'on avait fait avant-après, alors avec le biais que ça vaut, mais ça vaut, c'est vrai qu'il y avait, on avait rapporté plus de cas, et donc c'est quelque chose à garder en tête, mais heureusement, ça reste extrêmement rare. Vous voyez, c'est une incidence de 3%. Voilà, c'est peut-être un patient par an dans votre réanimation. Donc les recommandations de la Survival Sepsis Campaign, surtout sur le rationnel, sur 2 rationnels, il y a de l'épargne de catécholamine, c'est-à-dire lorsque vous mettez de la vasopressine, vous allez épargner de la noradrénaline, ça c'est vrai. C'est un résultat que je ne vous présente pas, mais en tout cas c'est avéré. Il y a plein d'études observationnelles qui montrent qu'on diminue l'équivalent de norépinéphrine dose. Et surtout sur ce petit rationnel très faible, une fois de plus, mais qui fait que c'est recommandé, il y a un bénéfice quand même pour le recours à la dialyse dans le choc septique. Et donc aujourd'hui, on nous dit qu'à partir de 0,25 à 0,5 gamma-kilo-minute de noradrénaline, il faut instaurer en même temps de la vasopressine dans le choc septique. Par contre, donc, il n'y a pas de place pour la terlipressine dans le choc septique. Donc une petite enquête un peu sur ce qui se passe dans le monde, donc une étude qui est sortie il y a quelques temps, sur justement est-ce que ces recommandations de la Survival Sepsis Campaign sont respectées. C'était 124 pays, plus de 1000 réanimateurs, donc c'était plutôt une belle enquête qui était publiée dans Critical Care.
et qui montrait que quand même sur la dose de noradrénaline, c'est-à-dire à partir de quelle dose on introduit la noradrénaline, il y a quand même 40% des praticiens qui mettent la vasopressine au-delà de 0,5 gamma-kilo-minute de noradré. Alors je ne sais pas s'il y en a qui sont familiers avec le gamma-kilo-minute en noradré. 0,5 gamma-kilo-minute de noradré pour un sujet 70 kg, ça va être déjà 1,3, 1,4 mg/h de noradré. Donc comme ça, juste, est-ce que du coup, si je le dis en milligrammes-heure, ça correspond à votre pratique? Est-ce qu'à partir de 1,5 mg/h de noradré sur un choc septique dans votre réanimation, vous instaurez de la vasopressine? Comme ça, à main levée. Ou est-ce que vous avez l'impression d'être justement dans la bonne dose? Vous mettez combien à peu près? Enfin, c'est quoi un peu les... Enfin, qui met de la noradrénaline à 0,5 mg/h de noradrénaline, par exemple, comme ça, par curiosité? Voilà, j'ai une main levée, j'apprécie. Non, mais en tout cas, voilà, ce que je veux dire, c'est que 0,5 gamma-kilo-minute de noradré, ça va extrêmement vite. Hein. Lorsqu'on ramène ça en milligrammes-heure, en fait, si on prend les recommandations de la Survival Sepsis Campaign, à partir de 1,5 mg/h de noradré, il faudrait déjà, c'est presque déjà trop tard. Donc la seule personne qui a levé le bras, merci Delphine. Ah, ok. Mais en tout cas, cette enquête résume probablement qu'on fait tous pareil. Et moi, je tiens à le dire, on a regardé, nous, on se dit, tiens, on raisonne en milligrammes-heure, comment on fait? Nous, on était plutôt à droite. Hein, donc, lorsqu'on n'a pas la bonne dimension de mesure, on se trompe. Et autre chose sur le temps, alors normalement, on est censé commencer plutôt précocement, dans les 6 heures. Et dans cette enquête, il y a plus de 60% des gens qui ont répondu à l'enquête qui commencent après 12 heures. Donc, ça veut dire qu'ils commencent tard, dans le temps et dans la dose. Donc ça, finalement, on se rend compte qu'on n'est peut-être pas très compliant, entre guillemets, pas très observant par rapport aux recommandations. Donc on a envie de dire peut-être que le message est fini, là, que finalement, lorsque je vous présente tout ça, le débat est clos, pas d'effet sur la mortalité, peut-être un peu sur le rein, et en plus, peut-être je vais perdre des doigts. Bon. Alors le débat est relancé, on va dire, depuis vraiment très récemment, avec 2 études qui sont sorties, qui sont quand même assez convaincantes en termes de méthodologie, c'est pour ça que je vous en parle. Une étude là, qui est sortie dans Critical Care là, en mai 2025. Une petite aparté sur la méthodologie, ce n'est pas une étude randomisée, mais c'est une Emulated Target Trial. S'il y a des méthodologistes qui veulent venir expliquer à ma place, c'est avec plaisir. Mais en tout cas, c'est une méthodologie en fait, assez élégante malgré tout, où, en fait, qui va vraiment mimer une randomisée, avec une très grande force. C'est un système où ça va prendre les patients qui n'ont pas eu de la vasopressine et ça va mettre en parfaite adéquation avec un patient qui en a eu, avec beaucoup d'homogénéité. Et donc c'est presque le même patient sans la molécule. Donc en termes de comparaison, c'est quand même très très robuste. Et donc c'est en ça que ces résultats sont convaincants. Et donc à partir de cette méthode, c'est la première étude qui montre que plus on commence la vasopressine tôt en termes de dose et de temps par rapport à la noradrénaline, et plus il y a un bénéfice sur la mortalité. Donc vous voyez ici, il y a plus de 3000 patients avec la méthodologie que je viens de vous décrire, et c'est assez élégant en termes de temps. Il vous montre que plus vous commencez précocement, et plus vous gagnez sur la mortalité. Et donc c'est presque trop beau, parce que ça fait vraiment temps dépendant. C'est limite, si on regarde ce résultat, il faudrait commencer vraiment... tout de suite, parce que 6 heures dans la pratique clinique, pour moi, c'est quasiment l'admission. Et que donc, alors c'est jamais trop tard d'après cette étude, puisqu'en fait, on est toujours en faveur de ça, même après 48 heures, mais en tout cas, ce résultat-là est quand même, vient rebattre un peu les cartes du temps. Et sur la dose, c'est pareil. Donc j'ai fait exprès de mettre dans les premières études, pardon, je n'ai pas insisté dessus, Vanish, VAST, c'est des études où ils sont à 0,25, 0,50 gamma-kilo-minute de noradré. Regardez un peu les posologies ici. Ils vous disent qu'à partir déjà de 0,1 gamma-kilo-minute de noradré, donc en gros, ça correspond à peu près à 0,3, 0,4 mg/h de noradré. Donc c'est presque, c'est pas j'en mets un, je vois comment ça va et je mets l'autre. En fait, cette étude suggère qu'il faudrait les mettre en même temps, voire commencer la vasopressine avant. Donc en tout cas, c'est la première étude qui montre que donc, très précocement, et dès qu'il y a une dose de noradré, il faudrait introduire la vasopressine. Et pareil, une autre étude qui est sortie très très récemment, alors c'est une autre méthodologie, c'est du machine learning. Ils ont regardé avec un système, en gros, ils laissent le modèle mathématique décider de quelle est la meilleure configuration pour le patient. Je ne rentre pas dans les détails, d'autant que pareil, je n'ai pas de compétences pour
expliquer ce modèle de reinforcement learning, mais c'est la méthode qu'ils expliquent très très bien. Mais l'idée, c'est que ça va regarder quel est le meilleur temps et la meilleure dose par rapport à la mortalité. Donc c'est une étude qui est sortie dans le JAMA là, en mars 2025. Et en fait, pareil, la méthodologie est très robuste, c'est pour ça que je vous en parle. Et donc c'est la deuxième étude qui vous montre que globalement, lorsque vous commencez très très tôt, donc ici, trouvez moins de 4 heures et à une dose de 0,2 gamma kilominute, pardon, désolé pour la faute, de noradrénaline. Donc c'est des infimeuses doses, hein, c'est tout petit. Hein. On n'est pas dans le choc réfractaire, justement, on est dans le choc plutôt débutant. Et bien en fait, vous avez un reward, vous avez une récompense sur la mortalité, sur la pression artérielle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez arriver tout de suite, plus vite, à l'objectif de 65 mm de mercure que vous recommande la Survival Sepsis Campaign. Vous êtes récompensé sur le SOFA qui va baisser plus vite, sur la dose de noradré et sur la clairance de lactate. Et donc ça, il le confirmait très très bien, avec en plus des bases externes de validation. Et je crois que dans l'étude, il y a plus de 100 000 patients, il me semble. Donc voilà à peu près sur ce débat sur la vasopressine, à savoir qu'il y a 2 autres études qui vont arriver. C'est les collègues du CHU de Dijon avec un PHRC qui va commencer, peut-être que dans vos centres à Lille, vous allez démarrer. Le PHRC va être dans le cadre plutôt du dizaine qu'on connaît déjà, du choc réfractaire plutôt, avec, vous voyez ici déjà, dans les 12 premières heures, donc c'est mieux que rien, et il faut au moins avoir 0,25 gamma kilominute de noradré. Donc en préparant cette présentation, j'ai appelé le copain de Dijon pour lui dire « T'es sûr que tu ne veux pas commencer plus bas ?» Mais il m'a dit qu'il ne pouvait plus changer, mais bon, on verra bien les résultats. Et sinon, il y a une autre étude aussi qui va être en devenir, à laquelle on participe aussi avec les amis de Dijon, en chirurgie cardiaque spécifiquement, et là c'est plutôt l'un contre l'autre, donc c'est 2 études en double aveugle qui vont peut-être aussi apporter quelques résultats sur ce débat-là. Mais voilà pour la vasopressine. Donc aujourd'hui, la recommandation, c'est de le faire dans le choc réfractaire, mais bon, on va dire les messages nouveaux, je pense qu'ils vont quand même relancer le débat, c'est que si vous voulez peut-être vraiment aider votre patient en termes de bénéfices, c'est de ne pas attendre finalement tout ce qu'on nous a appris ces derniers temps de dire d'être réfractaire, c'est plutôt de commencer très vite et très tôt. Donc l'angiotensine 2 qui est l'autre molécule, où là, alors on n'a pas beaucoup de données cliniques, mais il y a des choses très prometteuses. Donc pareil, pour refaire un petit rappel de physio sur l'angiotensine 2, en général, on retient mieux cette physiologie-là, mais l'angiotensine 2 qui vient de l'angiotensinogène, métabolisée d'abord par l'arénine en angiotensine 1, puis par l'enzyme de conversion dans le poumon en angiotensine 2. L'angiotensine 2 a un effet minéralocorticoïde que vous savez avec la réabsorption d'eau et de sel grâce à l'aldostérone. Et l'effet pour lequel on est là aujourd'hui, un effet direct vasoconstricteur artériel, super. Mais il a aussi un effet sympathique-like puisqu'il va stimuler la sécrétion endogène de noradrénaline, donc ça potentialise. Et puis en fait, ça interagit aussi avec la vasopressine puisque ça va stimuler en post-épophyse la sécrétion de vasopressine. Donc en fait, même là, on a envie de dire pourquoi on ne mettrait pas vasopressine, angiotensine et noradrénaline lorsqu'on voit la physiologie, on voit que finalement, tout ça est quand même très intriqué et heureusement dans notre organisme, c'est pas j'ai que de l'arénine ou j'ai fait que de l'angiotensine ou que de la noradrénaline. Donc j'ai qu'une étude à vous présenter qui est très connue, qui est ATHOS 3, qui a été faite pour juste vous donner le contexte de pourquoi cette étude finit dans New England. C'est une étude qui a été demandée par la FDA aux réanimateurs américains parce que quand cette molécule, il fallait la commercialiser, il n'y avait aucune donnée. Donc à l'américaine, on commercialise rien tant qu'on n'a pas une étude clinique qui montre quelque chose. Donc ATHOS 3, voilà, 160 patients dans chaque groupe, 2017. C'est une étude de pharmacocinétique dynamique, juste pour montrer que l'angiotensine est un bon vasoconstricteur. Et donc, je vous confirme que l'angiotensine est un vasoconstricteur. Et donc, l'étude ne dit que ça. Donc voilà, il n'y a pas besoin d'aller lire plus. Ils finissent dans New England. Donc, bon. Et en tout cas, pour les être plus sérieux, c'est une stratégie aussi réfractaire, multimodale, où quand j'ai une certaine dose de noradrénaline, j'ajoute l'angiotensine 2, ça vasoconstricte bien, j'atteins bien 65 mm de mercure de PAM dans un choc septique. Et en plus, dans cette étude, il faisait de l'épargne de noradrénaline, puisqu'en fait, je diminuais ma dose de noradrénaline. Donc actuellement, en bénéfice clinique, tout reste à démontrer encore avec l'angiotensine 2. Par contre, il y a quelque chose qui est assez élégant, et c'est peut-être la première fois qu'on va nous proposer un vasopresseur comme ça, c'est juste de dire qu'on va pouvoir guider la prescription de vasopressine, d'angiotensine 2. Je m'explique. Tous les chocs septiques, si on les dosait sur un plan hormonal,
en fait, ils ne sont pas tous dépendants de la vasopressine, de la noradrénaline ou de l'angiotensine. En fait, dans un monde parfait, il faudrait qu'on puisse doser ces médicaments-là dans le sang et se dire lequel manque le plus et lequel faudrait que je mette. Alors déjà, pour des raisons techniques, on ne peut pas les doser facilement, mais il y a quelque chose qui est assez prometteur avec l'angiotensine 2, c'est qu'en fait, on peut facilement doser les enzymes qui métabolisent l'angiotensine 2, notamment la rénine, ça se dose bien, l'enzyme de conversion aussi. Et donc, il y a un rationnel qui est en train de se construire, qui est de dire, si je n'ai pas assez d'angiotensine pendant un choc septique, j'aurai une augmentation de rénine très importante en amont. Et c'est un peu les effets de rétrocontrôle, positif ou négatif. À l'inverse, si j'ai assez d'angiotensine, normalement, ma rénine sera basse par effet rétrocontrôle négatif. Et donc, en fait, il y a tout un rationnel qui est en train de se construire sur ça. Et donc, il y a une étude, 60 patients dans chaque groupe, qui est sortie en 2023, chirurgie cardiaque, double aveugle. Il compare 60 patients avec de la noradrénaline et 60 patients avec de l'angiotensine 2. C'était vraiment une étude, preuve de concept sur ce que je suis en train de vous expliquer. Ils ne cherchaient pas à démontrer que l'un est meilleur que l'autre, mais c'est une étude qui valide que lorsqu'on met de l'angiotensine, on fait baisser la rénine, on fait baisser l'enzyme de conversion et globalement, tous les précurseurs de l'angiotensine 2 vont augmenter. Et donc, c'est une manière de dire, si je mets de l'angiotensine et que ces biomarqueurs baissent, ça veut dire que ce médicament marche. Et donc, c'est en ça que je trouve que c'est assez élégant. C'est la première fois qu'on a une thérapie guidée de vasopresseur, on va dire, avec une hormone, avec en plus un sens physiologique qui est cohérent. Et donc, ils sont allés plus loin dans cette étude, et j'insiste que sur le schéma à gauche, ils montrent que les patients, donc vous voyez, vous avez ici le groupe angiotensine 2, le groupe noradrénaline 2, donc il faudra juste me suivre un petit peu. Si j'ai beaucoup de rénine dans le sang, ça veut dire que j'ai besoin de beaucoup d'angiotensine 2. D'accord? À l'inverse, si je n'ai pas beaucoup de rénine dans le sang, ça veut dire que je n'ai pas besoin d'angiotensine 2. Donc, je prends que le chiffre 4, c'est ceux qui avaient la rénine la plus élevée dans les cohortes. Lorsque vous avez beaucoup de rénine dans le sang et que vous mettez de l'angiotensine 2, en fait, vous n'avez presque pas besoin de noradrénaline. Ce que vous avez en ordonnée, c'est la noradrénaline. Les patients, vous voyez, ils ont presque 0 de noradrénaline en post-opératoire. À l'inverse, vous vous acharnez à mettre de la noradrénaline alors qu'en fait, ces patients, ils ont besoin d'angiotensine. Regardez, en fait, vous développez un choc réfractaire. Vous n'arrêtez pas d'augmenter la noradrénaline parce qu'en fait, vous ne mettez pas le bon médicament. Et donc, en fait, il le montrait très, très bien dans cette étude. Et donc, en tout cas, celle-là est assez convaincante sur ce que je suis en train d'expliquer. Et donc, autre élément qui était intéressant, c'est que c'est modulé logiquement par les IEC et les ARA2, puisque vous savez que ça bloque tout le système rénine-angiotensine. Et donc, ils ont remarqué que les patients qui étaient choqués et qui avaient des IEC ou des ARA2 avaient des taux de rénine plus élevés. Donc, c'est un autre message, ça dit qu'un patient qui serait choqué sur les IEC, en fait, il faudrait plutôt mettre de l'angiotensine 2 que de la noradrénaline. Donc, ils ont regardé, vous voyez, il y a très très peu de données. Là, c'est vraiment une mise à jour, il n'y a que 4 études. Cette rénine, dans les chocs plégiques qui soient en post-chirurgie cardiaque ou dans le choc septique, ça marche. C'est associé à la mortalité, c'est associé à des chocs réfractaires. Et donc, en tout cas, il y a des données qui s'accumulent qui font que ça devient de plus en plus convaincant. Et donc, sur la base de tous ces travaux, avec à peu près les mêmes auteurs, là, très récemment, en octobre, ils proposent une stratégie guidée par la rénine, avec l'idée que lorsque vous avez un choc vasoplégique, vous la dosez. Enfin, est-ce que vous pouvez la doser plutôt? Si vous pouvez la doser et qu'elle est normale, en fait, on vous dit d'utiliser de la noradrénaline parce que ce n'est pas un choc qui est angiotensine sensible. Vous avez de la rénine qui est augmentée. Il vous suggère de commencer très très rapidement l'angiotensine 2. À l'inverse, vous ne pouvez pas doser la rénine, ce qui est quand même la majorité des patients, je pense. Ils vous disent au moins que si vous avez des CEC ou des ARA2, ils vous suggèrent fortement de faire du multimodal d'emblée avec de l'angiotensine 2. Donc voilà à peu près pour le débat sur l'angiotensine 2. Comme je vous disais, vraiment tout reste à faire. Il y a plein de cohortes observationnelles que j'aurais pu vous montrer, mais bon, ce n'est pas assez convaincant et c'est plus ce rationnel, cette preuve de concept qui est en train de se mettre en place et qui va, je pense, un peu aussi nous challenger. Il y a un PHRC qui a été accepté également par mon ami Pierre Guinaud à Dijon tout récemment. Donc une étude française qui va commencer en double aveugle, noradré contre angiotensine, dans tous les chocs réfractaires, avec voilà, plein de détails. Donc s'il y en a que ça intéresse, je vous invite à contacter le professeur Pierre Guinaud à Dijon. Voilà, je ne vous embête pas plus. Juste un petit mot de conclusion qui est que probablement, en fait, lorsqu'on fait du multimodal, en fait, je vous disais que ils
gisent tous les uns avec les autres. Bon, ce n'est qu'un message, il n'y a pas beaucoup de données. En tout cas, si on veut faire du multimodal avec ces vasopresseurs, il faut probablement les faire ensemble, en même temps, parce qu'en fait, il y a une interaction avec toutes ces molécules. Voilà, je vous remercie. La vasopressine en pratique, nous sommes en train d'arriver tout doucement sur le CHU. Une question pratique, imaginons que voilà, je commence à utiliser de la vasopressine dans un choc septique à partir des doses noradrées que vous recommandez. Comment j'organise le sevrage de la vasopressine derrière? Est-ce que c'est à sevrer avant la noradrée, après? Est-ce qu'une fois que la noradrée a atteint ce nouveau seuil de 0,125, 0... Comment je sevre? C'est une excellente question. Il y a plein de... Alors nous, c'est même un débat dans le service et au staff, c'est source de brouille, enfin, en bonne ambiance. Hein, le matin, c'est pourquoi tu as arrêté la vasopressine, il fallait arrêter la noradrénaline. Donc, alors, il y a plein d'éditos dans la littérature, plein de positionnements, de comment il faudrait. Honnêtement, c'est de l'ordre de l'empirique. En tout cas, avec une approche scientifique, il n'y a pas une raison de dire qu'il faudrait l'un ou l'autre. En fait, dans un monde idéal, en fait, si on fait le même corollaire avec l'angiotensine, en fait, pour savoir s'il y a besoin de vasopressine, il faudrait presque pouvoir doser un métabolite ou quelque chose qui nous fait dire qu'en fait, il y a encore une sensibilité ou pas à la vasopressine. Mais honnêtement, on n'a pas de moyen de savoir lequel il faut arrêter en premier. Alors, il y a peut-être le seul argument qu'on tient, nous, en tout cas dans le service, c'est quand même l'argument du coût, parce qu'en fait, c'est le seul qui paraît rationnel, à savoir qu'à un moment, lorsqu'on arrive sur des doses très très faibles de l'un et de l'autre, peut-être enlever celui qui coûte le plus cher, ou en tout cas faire un test. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien. Je me rends compte que des fois, il y a une manière de tester les sensibilités aux vasopresseurs, c'est qu'on se rend compte que des fois, il y en a un qu'on baisse et il ne se passe pas grand-chose, et l'autre, dès qu'on le baisse, tout de suite, on est rappelé par l'équipe en disant « Attends, viens, il n'y a plus de tension », alors qu'il y avait encore 12 de tension il y a 5 minutes. Et ça, je pense, ça traduit un peu le fait qu'il y a une sensibilité différente, et même pour le même patient, j'ai le sentiment qu'au cours du temps, la sensibilité à un ou l'autre des vasopresseurs change. Et en fait, peut-être le mieux comme message, c'est d'essayer et de voir qu'est-ce qui se passe en fait. Mais à l'heure actuelle, on n'a pas une approche scientifique rigoureuse démontrée en tout cas. Merci. Oui. Alors en tout cas, là, si on prend les recommandations, c'est de dire que globalement, à partir de au moins 0,25, 0,5 gamma cumulé de noradré, il faut introduire la vasopressine. Et en fait, alors nous, on a pris un parti dans le service, c'est que le 1 gamma kilo-minute de noradré, c'est 10 fois trop. Et donc en fait, c'est 10 fois trop. Et en fait, ça, on aurait pu faire une autre présentation sur ça, mais c'est les fortes doses de noradrénaline, globalement, c'est corrélé quand même à de la morbimortalité, parce qu'on arrive sur les effets secondaires très pervers un peu de la noradrénaline. Donc en fait, nous, c'est toujours pareil, hein, c'est l'objectif, c'est 65 de PAM avec une clairance de lactate, et puis avec l'étude Andromeda 2 qui vous dit aussi maintenant qu'il faut vérifier les marbrures. Mais en fait, normalement, on a des objectifs hémodynamiques macro et microcirculatoires. Dès le moment où ils sont atteints, en fait, tant qu'ils ne sont pas atteints, il faut jouer sur le multimodal. C'est pareil, c'est un peu empirique ce que je veux dire. S'il y a beaucoup de noradrénaline et il n'y a qu'un palier 1 en vasopressine, autant augmenter la vasopressine. L'autre chose aussi qui peut être, si on veut vraiment être mathématique, en fait, il y a des tableaux de conversion de la vasopressine en noradrénaline, en se disant, voilà, je veux autant de noradrénaline que l'équivalent de noradrénaline en vasopressine. Ça existe, je sais qu'il y a des équipes qui font ça, pour dire, voilà, comme je ne sais pas lequel, je fais tout pareil. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas quelque chose de bien défini scientifiquement, c'est peut-être plus quelque chose du bon sens, qui est de dire que si j'ai 10 mg de noradré et je suis palier 1 de vasopressine, je vais peut-être arrêter d'augmenter la noradrénaline et je vais jouer avec la vasopressine. À l'inverse, si je suis palier 3 de vasopressine et j'ai que 1 mg de noradré, ça paraît peut-être déséquilibré aussi, quoi. Donc c'est pareil, c'est plus de la pratique clinique, mais c'est une approche, on va dire, où j'essaye d'équilibrer, pareil, ne sachant pas lequel le patient a besoin le plus. Oui. Max de vasopressine, parce que hier, vous parlez de 0,6, 1, 2, 1, 8. Alors globalement, en multimodal, c'est la partie droite que je ne voulais pas trop commenter par souci de temps, mais en multimodal, honnêtement, c'est vraiment une... ouais, je veux dire comme ça, ouais, c'est une aberration.
de faire au-dessus de 0,01 unités par minute quand on est en co-vasopresseur. On va quand même aller dans les soucis des catécholamines, qu'elles soient adrénergiques ou non adrénergiques. On va avoir en fait, c'est vrai pour tous les vasopresseurs, on peut aller à 0,05, 0,06. Dans cette étude, l'étude Novak, c'est une étude en double aveugle où on fait l'un contre l'autre. On peut aller jusqu'à 0,08 et moi, c'est ce que je fais quand j'utilise la vasopressine seule. Donc seul, c'est 0,08 maximum. En co-vasopresseur, c'est 0,03. Et franchement, ça, c'est des règles plutôt rigides. Il y a quand même un consensus quand on discute avec toutes les personnes qui utilisent ces molécules. Moi, ça m'a rassuré. J'ai bien aimé les histogrammes en bleu. J'étais étonné du 0,04, mais ce qui m'a rassuré, c'est qu'il y a quand même très très peu de personnes qui vont au-delà. Et ça, c'est quand même ça le message. En co-vasopresseur, pas plus que 0,03.